RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ce téléjournal. Au sommaire de cette édition des nouvelles, la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga aura un nouvel aéroport international. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé les travaux de la construction de ces infrastructures aéroportuaires ce jeudi 17 avril 2025. Quel est l'état actuel de l'ONATRA qui a fait son beau temps dans le passé? La question était au cœur de l'Assemblée générale tenue ce jeudi par les agents et cadres de cette entreprise de l'État. Reportage à suivre dans ce journal. Au Kasaï oriental, les communautés Benakapuya, Benachimba et Benamouimbia ont enterré la hache de la guerre et ont conclu un pacte de paix. Ces communautés tournent le regard vers le développement de leur territoire de Katenda. Vous les suivrez dans cette édition de nouvelles. Voilà tout pour les sommaires et bienvenue à toutes et à tous. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. Dans l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a posé ce jeudi la première pierre pour la construction d'un nouvel aéroport international à Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Tout juste après, le président Tshisekedi a pris part à l'ouverture de la 9e édition de l'Expo Béton. Dans son discours, Félix Tshisekedi a fait savoir qu'il rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, en passant par le Grand Bandundu, Kinshasa jusqu'au port en eau profonde des Bananas au Congo central. Son calendrier sur place prévoit également la tenue du Conseil des ministres. Et à Kinshasa, les travaux de la construction de la chaussée sur la direction Kimwenza dans la commune de Makala évoluent parfaitement bien. Les ingénieurs sur place rassurent que bientôt l'ouvrage sera remis à la population. Cette route va désenclaver la commune de Makala et résolvera le problème de l'insécurité. On fait le point dans ce reportage. Les travaux de construction de la direction Kimwenza dans la commune de Makala avancent à pas de géant. De l'avenue Kikwit au rond-point Ngaba, ce tronçon va permettre le désenclavement de cette commune longtemps abandonnée, mais aussi la libération de la route université qui connaît souvent les embouteillages. La société Safrimex, qui réalise ces travaux en partenariat avec les services de l'hôtel de ville de Kinshasa, fait savoir que bientôt l'ouvrage sera livré à la population. Les ingénieurs sur place renseignent qu'à ce niveau, ils sont à l'étape de la construction des ouvrages d'assainissement avant de poser la chaussée proprement dite. En dehors de la direction de Kimwenza, ces travaux également concernent la direction Kwilu, toujours dans la commune de Makala. La pose de la chaussée proprement dite consistera, selon les techniciens, au début de l'évacuation et puis le rechargement des moellons, suivi du compact des couches de base et la couche de roulement, appelée chaussée souple. Sur terrain, l'évolution s'est fait constater à différents niveaux, notamment de l'avenue Kikwit à l'avenue Féchi. La fin de ces travaux donnera un ouf de soulagement aux usagers de cette grande route d'intérêt commun en résolvant ainsi le problème de l'insécurité.
Une architecture moderne et fonctionnelle pensée pour favoriser l'innovation et le bien-être des collaborateurs, telles sont notamment les principales caractéristiques du futur nouveau siège d'Orange RDC qui va être construit à Kinshasa. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu mercredi devant plusieurs personnalités. Reportage signé André Ikoma. C'était un événement marquant une étape décisive dans l'histoire d'Orange RDC. Cette cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée en présence notamment du ministre des Postes, Télécommunications et Numérique, de l'ambassadeur de France en RDC, du PCA Orange et de plusieurs autres personnalités. Pour le directeur général d'Orange RDC, Ben Tcheke Aïdara, cet événement traduit l'engagement et la détermination de sa société d'œuvrer en faveur de l'excellence, l'innovation, la durabilité et le bien-être de ses collaborateurs aux côtés de Congolais. Investir dans un bâtiment de cette envergure pour notre futur siège signifie clairement pour Orange que nous investissons dans l'avenir, que nous sommes vraiment ancrés en RDC, que nous sommes là aujourd'hui, que nous serons là demain, que nous sommes là pour l'avenir. Donc c'est vraiment ce message que nous voulions passer à nos clients, à la communauté et à tous nos partenaires. Représentant le gouvernement congolais à cet événement, le ministre des Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibasa Maliba, a soutenu que cette initiative répond à la volonté du chef de l'État qui tient au développement de la RDC, notamment dans les secteurs des télécommunications. Cet événement représente une étape décisive, non seulement pour l'entreprise, mais également pour le développement de notre secteur des télécommunications, en particulier celui des technologies de l'information et de la communication en général, par l'importance de son apport dans l'assiette fiscale de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Après cette série d'allocutions, intervient le dévoilement de la magnifique maquette par le DG d'Orange RDC avec les explications de l'architecte. Et puis, s'en est suivi la pose de la première pierre par le ministre Kibasa. Voilà, c'était ce qu'on va vous dire très fort pour ce moment. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous le disais au sommaire, les agents et cadres de l'Office national des transports ONATRA ont tenu une assemblée générale ce jeudi 17 avril 2025. Arma Osassé, président intersyndical de l'ONATRA, qui a présidé cette rencontre, a saisi cette occasion pour brosser la situation actuelle de cette entreprise étatique. On fait le point dans ce reportage signé Nana Bouana et David Matomeni. L'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la relance de l'Office national des transports a produit des fruits. Au cours de l'Assemblée générale des agents et cadres de l'ONATRA, organisée ce jeudi 17 avril 2025 à Kinshasa, Arma Osassé, président intersyndical de cette entreprise étatique, a énuméré point par point ses avancées. L'effort social, taxe à l'import comme à l'export, et spécialement les paiements des salaires pendant 5 ans dans le mois et les paiements des décomptes finaux. Mbongo ya fonds social, batindi yango pona relance te. Mbongo ya fonds social est uniquement pour foutre salaire et pour foutre ba décompte final. Mais les autres toujours banabino, merci na président Tshisekedi, merci na gouvernement. Tozi fonds social, to tche yango na Sophie Banque. On a très vivant. On a très vivant. Cette assemblée générale était également une occasion pour l'intersyndicale de l'ONATRA de passer en revue la situation actuelle de l'entreprise. Alors que na fonds social ndenge bomoni, opérateur économique bandimi bafuta, mais balobi mbonge kota l'ONATRA to kopesa te. Bitumba eye makasi balobi l'État créé ango régie financière, c'est-à-dire société à part entière. Tondimi kofuta, oui, mais pas non-ONATRA. Toza agent, nous avons contrat de travail. Papa, maman, nabiso c'est l'ONATRA.
Une délégation d'au moins 5 membres du gouvernement central avec à la tête la première ministre Judith Suminwa est attendue dans les prochains jours à l'ONATRA pour évaluer sur place l'évolution de ces portefeuilles de l'État. Et pendant ces temps, les agents et cadres des cabinets ministériels et du gouvernorat principal du Kasaï central courent 5 mois d'impayement. Cette situation inquiète les organisations de la société civile. Dans une lettre ouverte adressée à l'Assemblée provinciale, Emmanuel Kabou-Kapou, président de la société civile, propose une réduction sensible des avantages du gouverneur et son vice, ainsi que la réduction de l'enveloppe des invisibles des députés. Selon l'esprit de cette lettre, ceci pourrait permettre à l'exécutif provincial de bien prendre en charge ses personnels et les charges de la province. Suivez ces propos recueillis par Soleil Ntumba Moufika. Contrairement aux attentes des uns et des autres, étant donné que nous n'avons le monopole des événements à venir, l'actuelle équipe gouvernementale fait face à plusieurs défis qui, visiblement, sans le concours de sacrifices, de dévouement et surtout du sens du patriotisme de votre autorité et de tous les élus provinciaux, elle ne saurait guère relever. En un mot comme 1000. L'absence de la rétrocession de la part du gouvernement central sur les recettes en caractère national rend la tâche difficile au gouvernement provincial de jouer son rôle dans l'implémentation des projets d'investissement sur l'initiative locale, dans la consolidation de la paix et de la sécurité, surtout à cette période où le banditisme cubain bat son plein sur la ville de Kadanga, sans oublier les conflits coutumiers dans la quasi-totalité des territoires de notre province. À cela s'ajoute l'épineuse question de la prise en charge des membres du gouvernement provincial et du cabinet ministériel qui vivent le pire galère. Eu égard à ce qui précède, à votre qualité de l'autorité budgétaire, la société du peuple suggère à votre autorité la réduction de l'enveloppe mensuelle de 63 millions d'appui du gouvernement provincial à l'Assemblée provinciale à 33 millions en raison de 1 million par député en lieu et place de 2 millions par député étant donné que les émoluments des députés provinciaux proviennent de Kinshasa. En outre, la société du peuple demande également à l'autorité provinciale qui nous lie en copie de réduire sensiblement l'enveloppe destinée au fonctionnement ainsi qu'à d'autres avantages sociaux du gouverneur et du vice-gouverneur. La différence de toutes ces recettes permettra au gouverneur des provinces de relever le moyen de sa politique pour décliner son plan d'action en fin concret et ainsi juguler tant soit peu les non-paiements de ses collaborateurs, d'investir dans les projets de développement sur les financements propres de la province. Et dans le même registre, les agents du Fonds forestier national affectés au cabinet du président du conseil d'administration suspendu réclament le paiement de leurs arriérés des salaires. Ils dénoncent également le comportement de l'actuel PCA intérimaire qui avait pris la décision de surseoir l'ancien cabinet. Je vous propose de suivre Tiréné Essolomois, directeur des cabinets adjoints du PCA suspendu par la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Nous nous sommes présentés à 2 reprises au cabinet de Madame la présidente du conseil d'administration, Nadine Michika, qui joue l'intérim afin de porter à sa connaissance nos arriérés de salaire. Il s'avère que Madame, par les mêmes pratiques qui ont été la sienne dans ces postes qu'elle a souvent occupés, se met dans l'illégalité de détourner les salaires des membres de cabinet du président du conseil d'administration. C'est à cet effet que nous avons décidé de porter cette communication, de ne plus suivre simplement les voies administratives, mais d'expliquer à la population, aux chefs de l'État, aux organes dirigeants de ce pays, qu'il y a péril en la demeure au sein du Fonds forestier national. Force est de constater que les mauvaises pratiques de Madame la PCA intérimaire, elle décide de les ramener au niveau du Fonds forestier national, de son plein gré, de ne plus payer les membres du cabinet du PCA. Une suspension n'étant pas une révocation, les membres du cabinet du PCA suspendus continuent de jouir de leurs avantages sociaux. 2 mois après, nous sommes toujours impayés. Et deuxièmement, je voudrais rappeler à l'opinion que nous arrivons à échéance de la suspension et comme par magie, ils ont décidé, Madame la ministre, après plus de 2 ans où nous réclamons
qu'il puisse y avoir une transparence sur la mégestion qui se passe au niveau du Fonds forestier national, sur le fait que les commissaires aux comptes ont rendu un rapport sanglant sur la gestion, la mégestion, coulage de recettes. À quelques jours de la fin de la suspension, le président du conseil d'administration, force est de constater qu'un groupe de personnes se sont mis ensemble pour concocter une commission disciplinaire qui devait avoir lieu bien avant la suspension du président du conseil d'administration, dans un amas d'incompréhension sur la moindre fenêtre d'intelligence, qu'il puisse aujourd'hui être auditionné. Et dans cette vague de revendications figurent aussi les organisations et plateformes des femmes membres du cadre permanent des concertations de la femme congolaise qui disent non à la discrimination pour n'avoir pas été consultées par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Le CAFCO confirme que les femmes constituent les victimes de la guerre et conflits et en même temps actrices de paix. Les femmes doivent participer à tous les niveaux. Suivez leur déclaration au micro de Suzuki Biraomari. Les femmes des plateformes féminines et mouvements féministes de la société civile réunis au sein de la composante femmes, notamment CAFCO, Coalition Beijing RDC, CONAFED, DINAFEC, rien sans les femmes à Kinshasa le 17 avril 2025, considèrent le rôle pertinent du président de la République, déclaré Hi-Foshi par l'ONU et champion de la masculinité positive par ses pairs de l'Union africaine, prennent acte de l'instauration de la journée nationale de la masculinité positive le 31 mars 2025 en République démocratique du Congo, se réjouissent de la volonté du président de la République d'élargir le gouvernement à d'autres forces politiques et sociales dans l'objectif de renforcer la cohésion nationale et de trouver des solutions idoines à la crise politique secouant la République démocratique du Congo et rappelle que les femmes sont les principales victimes des conflits armés, demeurent à la fois actrices principales de la paix et du développement durable. Rappelle leur soutien aux institutions de la République démocratique du Congo et croit en une paix durable et au retour à une vie institutionnelle stabilisée. Alors on va changer de chapitre. C'est en mémoire des 21 paysans assassinés pour avoir lutté en faveur d'une réforme agraire qu'est célébrée le 17 avril de chaque année la journée mondiale des luttes paysannes. L'appel à l'action est le thème choisi pour la circonstance avec pour slogan « Pour que la terre, l'eau et les territoires nourrissent la vie » et les plaidoyers 2025 des paysans. Suzuki Biraomari pour les détails. La célébration de la journée de la lutte paysanne est mondiale. En cette édition 2025, le thème choisi est « Pour que la terre, l'eau et les territoires nourrissent la vie ». Cet événement fait référence aux luttes paysannes pour honorer la mémoire de 21 paysans et paysannes sans terre brutalement assassinés par la police alors qu'ils participaient à une manifestation pacifique dans la région sud de l'État de Pará au Brésil en 1996. Malgré la gravité de ce crime, la justice demeure insaisissable et les responsables restent impunis. Les paysans démontrent donc à chaque édition que la guerre génocidaire, notamment à Gaza, où l'alimentation est utilisée comme une arme de guerre pour exterminer la population palestinienne par la famine et les massacres systématiques dans une impunité totale. La criminalisation et la violence contre ceux qui défendent la terre, l'eau et les territoires est une réalité persistante dans toutes les régions du monde. Les paysans, peuples autochtones et activistes ruraux et urbains font face à des menaces, des persécutions et même des assassinats pour avoir résisté à l'accaparement des terres, à l'extractivisme et au agrobusiness. Ces agressions mettent en péril non seulement leur vie, mais aussi des modèles alternatifs de production comme l'agroécologie paysanne qui défendent des communautés et l'équilibre écologique face à la voracité des multinationales et au pillage de la terre-mère.
Les mouvements sociaux et les organisations de la société civile partout à travers le monde doivent descendre dans les rues et à résister à ce système violent et extractiviste qui alimente la faim, la pauvreté, l'immigration forcée, les guerres et l'effondrement écologique. Il s'est tenu à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, un atelier organisé par l'Office congolais de contrôle OCC en collaboration avec ITEC Détection Système axé sur le thème technologie analytique des pointes au service de l'industrie minière. Ces échanges ont réuni plusieurs personnalités de l'industrie minière et laborantins de l'OCC. Du détail dans ce reportage. Les technologies analytiques de pointe au service de l'industrie minière, c'est autour de cette thématique qui s'est tenue au restaurant La Casa de Kolwezi, une masterclass organisée par HTDS Mining en partenariat avec l'Office congolais de contrôle OCC, direction provinciale du Lualaba. Ces échanges technologiques à la fois pédagogiques ont réuni plusieurs opérateurs miniers et laborantins. Des interventions riches en matière des équipements des laboratoires minéraux et aux résultats rapides. Des analystes, des échantillons ont été présentés en numérique aux participants. L'Office congolais de contrôle, conduit par son directeur provincial, Ledo Nawej Mwikei, a présenté les différentes procédures de contrôle d'exportation. Exposé du chef de service Congo Mbomba. Une satisfaction pour le chef d'agence OCC Fongoromé, Pochika Songo Olivier. L'expérience a démontré que pour être plus efficace dans le domaine des analyses, il est toujours plus important d'approcher les fabricants. Le travail que nous faisons en tant qu'OCC soit également confirmé ou certifié par les partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc c'est un séminaire qui est tombé à point nommé, vu que la zone est vraiment dominée par les minéraux et c'était vraiment très important que nous puissions organiser ce séminaire en collaboration avec HTDS. Le directeur provincial de l'OCC, Ledo Nawej, lui, est revenu sur l'importance de ces échanges et de la participation des miniers. Nous avons besoin des améliorations et ces améliorations ne peuvent venir qu'au cours des échanges lorsque nous avons les retours clients sur l'appréciation de nos services. Donc il était d'abord important aussi que ces séminaires puissent avoir lieu. Et rappeler en même temps des procédures sur la traçabilité que jusque-là, nous avons constaté que chez certains clients, il y a une certaine méconnaissance, d'où la raison de ce séminaire. C'est un séminaire de rééducation, c'est un séminaire de civisme aussi, à l'égard, à l'endroit, disons, des exportateurs des produits miniers, pour savoir au respect des textes réglementaires qui régissent la traçabilité des produits miniers à l'exportation. Somme toute, l'OCC Lualaba tient aux analyses de qualité répondant à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, matérialisée par son directeur général, le docteur Tshimanga Mutombo, et ceci suivant la bonne gouvernance imprimée en province par les chefs des institutions provinciales, respectivement de l'Assemblée provinciale par son président Jean-Marie Kasseya et de l'exécutif provincial par la gouverneure Fifi Masuka. Ouvrons la page santé dans ce journal où deux laboratoires de la RDC viennent d'obtenir l'accréditation internationale ISO 15189. Il s'agit de l'hôpital HG Hospital et Centre hospitalier Moncolé. Ils deviennent ainsi les premiers au pays à atteindre ces niveaux de reconnaissance internationale en matière de qualité et de performance dans les services des laboratoires grâce à l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Clarisse et Coco Kapalai pour images et commentaires. L'événement a réuni plusieurs autorités nationales et internationales, notamment l'ambassadrice des États-Unis à RDC, le secrétaire général à la santé, ainsi que le directeur des cabinets du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, qui ont tous salué cette avancée majeure dans le renforcement du système de santé congolais. C'est un grand privilège d'être ici aujourd'hui pour célébrer cet important événement qui constitue une première pour les laboratoires cliniques de la République démocratique du Congo. La remise des certificats des laboratoires cliniques de 2 hôpitaux en RDC. Cet événement est d'une importance capitale, non seulement pour les 2 laboratoires concernés, mais aussi pour la République démocratique du Congo, également pour la mission diplomatique du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le représentant du ministre de la Santé, le Dr Romain Mouboyaï, a également salué cette première historique, soulignant qu'elle traduit la volonté du chef de l'État de garantir un accès universel à des soins de qualité
tout en positionnant le secteur de santé comme un pilier de développement national. L'accréditation de ces deux laboratoires, de HJ Macedon et celui de CH Moncole, marque un moment historique. Cette réussite est non seulement la preuve de la détermination, du travail d'équipe abattu, mais aussi le développement d'un management qualité en conformité avec les exigences réglementaires tant nationales qu'internationales. Les autorités sanitaires ont appelé ensemble les établissements de santé à s'inspirer de cette dynamique et à s'engager résolument dans les démarches d'assurance qualité structurée et continue. Et tout à fait autre chose à présent, à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenu mercredi 16 avril, consacré notamment au génocide contre les Tutsis au Rwanda. Thérèse Kayikwamba, ministre d'État aux Affaires étrangères en RDC, a, au cours de son intervention, indiqué que cette tragédie a aussi déclenché 30 années de souffrance pour le peuple congolais, particulièrement dans la partie est de la RDC, où les conséquences se manifestent par une instabilité régionale persistante. Suivez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, je souhaite conclure cette intervention sur une note de mémoire. Avril est un mois de recueillement, celui où nous commémorons le génocide rwandais, le génocide contre les Tutsis. Ce drame a, à juste titre, marqué la conscience mondiale. Mais il a aussi déclenché une autre tragédie, plus longue et souvent tue, celle du peuple congolais. Depuis 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo subit les répliques de cette horreur initiale. Il a absorbé, seul, le choc d'une instabilité régionale née de la fuite des génocidaires, de la prolifération des groupes armés et d'une logique de représailles sans fin. Cette situation trouve son origine dans les décisions, entre autres prises en 1994 par la communauté internationale, sous l'impulsion du Conseil de sécurité, à travers notamment la résolution 918, qui a encouragé les autorités zaïroises d'alors à ouvrir leurs frontières pour accueillir les réfugiés rwandais. Ces décisions, prises sous la pression de l'urgence humanitaire, ont eu pour effet d'importer le conflit, permettant à des responsables du génocide de se retrancher à l'intérieur de notre territoire. Depuis lors, la République démocratique du Congo est caractérisée par des cycles récurrents de violence et d'ingérences violentes, initialement justifiées par des préoccupations sécuritaires, mais éventuellement motivées par des gains économiques et l'exploitation de nos ressources. Nous, Congolais, appelons cette tragédie un génocide. Les travaux de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, session 2025, se sont clôturés ce jeudi à Kinshasa au terme des 10 jours de délibération. Les membres du Conseil ont examiné les questions relatives à la gestion de la carrière des magistrats, au fonctionnement des juridictions, des dossiers disciplinaires, la formation des magistrats ainsi qu'au renforcement de l'indépendance de la justice. Des recommandations ont été formulées en vue d'améliorer l'efficacité du service public de la justice. Ces travaux ont été clôturés par la Première ministre Judith Suminwa. Un conflit après plusieurs années, les 3 groupements du territoire de Katanda en province orientale s'engagent à enterrer la hache de la guerre. Les Bena Kapuya, Bena Chimba et Bena Mwambia viennent de conclure un pacte de paix. À travers de cet acte, les 3 communautés ont juré de ne plus s'attaquer pour faire le développement de leur territoire. Suivez tour à tour le grand chef Ntumba ou Ntumba, Debakwa Boa et Babini Tchala, Debakwa Nseka, sur des propos recueillis pour vous par Soleil Ntumba Moufika. Désormais, les groupements qui osera attaquer un autre aura affaire à tous les Kassaïens. Ces derniers devraient se liguer pour l'anéantir. Les 3 groupements sont donc prévenus. C'est le chef de l'État qui nous a mandatés pour rétablir la paix et la cohabitation pacifique entre les 3 groupements à Katanda. Sans crainte d'être contredits, nous disons que les hostilités sont terminées.
tuambe jin bantu ni balle kela bulele baji chi bo bushu baka je baji chi beluma baji chi. Devant Dieu et les ancêtres, toutes les populations, enfants, jeunes et vieux, ont juré de ne plus se faire la guerre. La coutume, c'est l'esprit. Il punit sévèrement. C'est décidé, le dossier est clos. C'est une première, ce qui vient de se passer entre les trois groupements. Ce pacte de paix a réjoui aussi bien les Benakapuya, Benamwembia que les Benanchimba. Le dimanche passé, les jeunes de Benanchimba ont été bien accueillis à Mwembia et à Kapuya. On nous apprend également que le marché central de Katanda a été inondé de divers produits vivriers au point que le prix d'une mesurette de farine de manioc est passé de 1500 francs à 800 francs congolais. Voilà qui met un terme à cette édition des nouvelles. Voici le rappel des titres. Vous avez suivi la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga aura un nouvel aéroport international. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a lancé les travaux de la construction de ces infrastructures aéroportuaires ce jeudi 17 avril 2025. Quel est l'état actuel de l'ONATRA qui a fait son beau temps dans le passé en question? La question était au cœur de l'Assemblée générale tenue ce jeudi par les agents et cadres de cette entreprise de l'État. Vous avez eu les détails dans ce journal. Et au Kasaï oriental, les communautés Benakapuya, Benachimba et Benamwembia ont enterré la hache de la guerre et ont conclu un pacte de paix. Ces communautés tournent les regards vers le développement de leur territoire de Katenda. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.